Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième journée de la 3e édition du Paris-Saclay Summit. Alors, on a une après-midi assez dense puisqu'on a parlé de ChatGPT et maintenant, nous allons parler des jeux vidéo. Alors, est-ce que l'État légifère? L'État est déjà entré dans nos maisons, en fait, depuis la récente loi, si on pense aux réseaux sociaux, pour l'interdire au moins de 15 ans. Est-ce que l'État doit entrer dans nos salons manette à la main pour fixer les règles du jeu? Protection de l'enfance, liberté numérique, responsabilité parentale, la partie s'avère complexe. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah El Haïry. Vous êtes haute commissaire à l'enfance, ancienne ministre et conseillère municipale à Nantes. Et vous êtes interviewée par Peggy Sastre, journaliste au Point. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Sarah El Haïry. Merci beaucoup d'être là pour la première table ronde de ma vie. Donc, soyez indulgents. Ce n'est pas un exercice qui m'est commun. La première question, ça sera assez simplement de recadrer le débat. Donc ça a défrayé un peu la chronique. Emmanuel Macron a récemment attaqué les jeux vidéo. Beaucoup dans la presse ont dit que cette attaque se trompait de cible. Vous-même, donc vous êtes gameuse et vous faites la distinction entre le jeu comme œuvre culturelle et les mécanismes sur les plateformes. Donc concrètement, quel est le vrai ennemi? En réalité, je suis une geek finie, je suis profondément gameuse et ça fait des années, je joue encore. Et quand on dit jeux vidéo, il y a des jeux. En fait, c'est pluriel. Quand tu joues sur une plateforme, quand tu joues sur une console, quand tu joues online, quand tu joues offline, c'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, il y a une partie des plateformes, il y a certaines plateformes où les fonctionnalités ressemblent plus en réalité à des réseaux sociaux. Donc ça devient des réseaux sociaux sous environnement artistique et de divertissement qui nécessitent d'avoir, en tout cas à mes yeux, et moi je partage, une vigilance plus forte. Pourquoi ? Parce que quand tu es parent et que tu as tes petits qui jouent, tu es beaucoup moins inquiet, tu es beaucoup moins vigilant. Parce que dans ton esprit, tu considères qu'ils sont en train de jouer, donc c'est safe. Alors que tu es tout de suite un peu plus inquiet, ou en tout cas un peu plus vigilant, si tu sais qu'ils sont en train de scroller, peu importe, sur Snap, Insta, peu importe, là où ils sont. Et donc, ce degré de vigilance, en tout cas, c'est une invitation à se dire, quand on parle de jeux vidéo, oui, il y en a. Aujourd'hui, en fait, c'est des réseaux sociaux, au-delà de l'œuvre artistique et culturelle. Et d'ailleurs, il y a tout un débat sur la question de la reconnaissance culturelle du jeu vidéo et finalement même des TVA qu'on reconnaît plus spécifiquement au jeu. Enfin, ça, c'est un autre débat. Justement, transition à tout trouver avec ma deuxième question. Le jeu vidéo est effectivement la première industrie culturelle mondiale devant le cinéma et la musique. Donc justement, quand on dit réguler les jeux vidéo, est-ce qu'on risque pas en fait de stigmatiser une génération entière dont c'est le principal espace de sociabilisation? Absolument pas. En fait, regardez, si on prend le cinéma ou on prend la télé, il y a des règles qu'on a posées. La pub, elle est régulée par la RPP. On n'a pas le droit de faire certaines pubs à certaines heures. On cible pas les enfants dans des publicités parce qu'on sait que ça a des conséquences à minima sur leur santé mentale, si ce n'est sur leur consommation et leur comportement derrière. Vu que le jeu vidéo est devenu devant le cinéma, il est devant la télé, c'est pas illégitime de se dire, en fait, un jeu vidéo sur console où j'ai aucune interaction avec un adulte qu'on connaît pas, moi, c'est OK, il n'y a aucun sujet. Il faut juste que le parent, quand il installe sa Xbox ou il donne sa Switch à son fils ou à sa fille, déjà qu'il sache que veut dire Peggy. Et donc, c'est cool. Si l'âge est adapté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences. C'est plutôt bien tant qu'on régule. Maintenant, il faut aussi inviter les parents à jouer avec les enfants pour pouvoir en discuter parce que c'est important de partager ces moments. Mais quand tu es sur Minecraft, quand tu es sur Roblox, quand tu es sur Fortnite, il y a d'autres codants, il y a d'autres fonctionnalités. Et là, on ne peut pas juste dire les jeux vidéo au global. Là, pour le coup, pour moi, c'est oui, il faut ouvrir cette discussion, il faut poser la question de la fonctionnalité, du contrôle d'âge. Et d'ailleurs, en ce moment même, Xbox propose de la vérification d'âge sur un accès de plateforme. Roblox, qui a eu qui a des procès ouverts dans plein d'États. Pourquoi ? Parce que, non pas Roblox en tant que jeu, et pas Roblox dans la manière dont on crée les mondes, parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets sur Roblox. Il y a la manière dont on crée les mondes, et donc, du coup, on ne qualifie pas l'âge d'utilisation, mais c'est tellement ouvert que on peut se retrouver dans des mondes où, par exemple, c'est hyper sexualisé, où c'est très, très violent, mais c'est pas indiqué, alors même que Roblox est pensé pour les
5 ans, enfin à partir de 5 ans, donc c'est pour les tout petits. Là, je pense qu'on a, oui, besoin de clés de compréhension et de digues de protection pour le parent et pour l'enfant. Encore une fois, moi je considère qu'il y a de l'information et de la régulation à faire sur les enfants. Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est des usagers ou des consommateurs comme les autres. Ils ont un capital et en fait, l'économie de l'attention qu'on a comme récurrence ou la manière dont on pense un certain nombre de jeux, parce que leur modèle économique, c'est plus tu passes de temps, plus c'est viable, bah, on n'a pas le droit de le grignoter gratos. En fait, c'est pas entendable. Et là, oui, ça devient de la prédation. Parce que sur ces espaces-là, sur par exemple ceux que j'ai cités, les plateformes où il y a de la messagerie et de l'interaction, par exemple, c'est horrible de dire, mais on a des foyers de pédocriminels. Donc en fait, il y a des gens qui viennent volontairement, des prédateurs, qui viennent volontairement parce qu'ils savent qu'il y a des enfants. C'est juste en France, c'est 11 millions d'utilisateurs mineurs. Hein. C'est 130 millions. Hein. Enfin, c'est pas rien. Et donc, ils vont venir cibler. Et chaque jour, on a 750 000 pédocriminels connus, en tout cas dans nos réseaux d'information, pour le coup européens, qui se baladent sur les réseaux et qui vont cibler les endroits où il y a des enfants. À ce moment-là, tu te dis, bah non, stop. Tu as une fonctionnalité qui peut mettre en danger une mauvaise rencontre et du coup amener malheureusement à des choses assez dramatiques. Alors mon job, c'est de dire, bah là, cette fonctionnalité, soit tu l'interdis pour les petits, donc tu les protèges, donc il n'y a pas de messagerie, tu ne discutes pas avec un adulte que tu ne connais pas, parce qu'on ne le ferait pas dans la vie de tous les jours. Et donc c'est comment tu rends compatible vie numérique, vie virtuelle, et en fait vie réelle, encore une fois, pour les enfants, où on a un devoir de vigilance plus accru. Justement, sur ce sujet des enfants, donc là, on vient de l'entendre, votre priorité affichée, donc c'est de protéger les enfants sans criminaliser le numérique. Mais justement, dans les faits, comment est-ce que vous, factuellement, matériellement, comment est-ce que vous tenez cette ligne quand on sait que la pression médiatique, politique et dans l'opinion pousse toujours vers plus d'interdits ? En fait, c'est là où c'est la manière dont on regarde les choses. Soit on considère qu'on interdit l'accès aux enfants, et là, en fait, il n'y a pas de raison, on les punit. C'est comme s'ils avaient fait quelque chose de mal, alors qu'eux, ils y sont pour rien. Ils n'ont rien fait de mal. Soit on considère qu'on doit les protéger, et donc c'est à ceux qui portent ces jeux, soit ils créent des fonctionnalités de protection, en fait des digues, comme à un moment on a installé la ceinture de sécurité dans les voitures, bah ouais, c'était pénible. Bon, après on s'est tous fait quand on a vu que c'était plus protecteur et que finalement il y avait moins de mortalité. Mais c'est pas parce qu'on a la ceinture de sécurité, le code de la route et le permis que tout le monde respecte les règles. Sinon ça serait, on n'aurait pas d'amende et malheureusement il y aurait plus de morts sur la route. C'est simplement de dire, en fait, les gars, ceux qui pensent ces jeux, ceux qui les construisent, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité sur les plus petits et les plus vulnérables, donc les enfants. Sur ceux-là, en particulier, vous n'avez pas le droit de faire open bar. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connecter un adulte, de 47 ans et un petit de 8 ans. Ils n'ont rien à faire ensemble. Et en fait, on ne le permettrait pas dans la vie dehors. Et donc, du coup, c'est pas interdire aux enfants et donc laisser imaginer que, au contraire, en plus, on en parlait tout à l'heure, plus tu interdis, plus tu as envie. C'est même créer des espaces d'envie, de désir. Alors même qu'on pourrait dire il faut des espaces, parce que moi je crois que le jeu développe de la créativité, il développe des capacités cognitives intéressantes. Eh ben, utilisons le jeu, mais en pensant une sorte de safe design, qu'on le pense pour les enfants, et donc on ne mélange pas, ou en tout cas on n'ouvre pas le champ des adultes aux enfants. 1, la prédation, 2, les conséquences sur la santé, qui aujourd'hui sont quand même plutôt étayées. Non pas de cause directe, mais de causalité, ou en tout cas il y a un faisceau de conséquences qu'on peut aujourd'hui observer, et du coup considérer que le jeu vidéo, il y a des jeux, comme les écrans, il y a des écrans, un smartphone, c'est pas une tablette, c'est pas un ordi, c'est pas une télé, c'est pas les mêmes usages. Et l'important, c'est le device et le contenu et l'usage. Et donc, d'un coup, ça marche plus sur X. Enfin, il faut plus de caractère que pour l'expliquer. Donc, j'avoue, c'est pas simple, mais c'est responsable de dire que nos enfants, on n'a pas à les exposer à l'ensemble en fait, des outils et des usages. Parce qu'on le fait pas dans la vie dehors. Et justement, sur cette question du design, on sait qu'il y a beaucoup dans beaucoup de jeux vidéo, en fait, on a des mécaniques qui sont en fait empruntées aux jeux d'argent, conçus par les ingénieurs, donc pour maximiser le temps passé. Est-ce que justement l'État a la capacité de réguler ce game design lui-même ? En réalité, non. Non, on va être honnête. La majorité des jeux, ils intègrent ce game design. Et il n'y a même pas que dans les jeux vidéo. Je veux dire, je ne sais pas qui a acheté sur Temu récemment.
évidemment, tu passes plus de temps à jouer pour gagner des points et des coupons qu'à acheter ce que tu veux acheter. Wish, c'est pareil. En fait, les marketplaces, aujourd'hui, tout le monde, nos usages sont gamifiés de plus en plus. Donc l'enjeu, en réalité, pour moi, c'est comment on va utiliser la gamification pour aussi produire des politiques de prévention et d'information à la hauteur. Aujourd'hui, les canaux d'information et de divertissement se sont tellement entremêlés que ça serait artificiel d'imaginer qu'on peut reséparer les deux et considérer que tu t'informes là et tu joues là. En fait, non, c'est interconnecté. C'est comme la vie réelle et la vie virtuelle. C'est hybride. C'est connecté. C'est l'un dans l'autre. Mais on a le devoir sur les plus petits de considérer que, par exemple, sur le Safe by Design, soit ils le conçoivent en protégeant, données et algo, c'est-à-dire et la manière dont on va capter l'attention, la manière dont on a designé le risque d'addiction. Aujourd'hui, l'OMS reconnaît l'addiction sur les jeux vidéo. Pas tous, attention, parce que je dis les jeux, mais il y en a certains qui ont des mécanismes addictifs, le jeu d'argent en particulier. Et pour protéger de ça, soit ils développent des jeux spécifiques pour les petits, et donc plutôt propres, sans risque et en tout cas sans utiliser ces mécanismes, soit ils ne l'utilisent pas et à ce moment-là se pose la question, on va dire épidermique mais nécessaire de vérification d'âge. Donc c'est une proposition aux producteurs et aux fabricants de se dire faites du child safe by design et en fait il y a une opportunité, mais faites ça propre quoi. On peut pas se permettre de prendre ce risque-là avec les enfants. Justement, on va peut-être passer à tout l'aspect science et données, parce que justement, vous venez de mentionner l'addiction aux écrans, donc sans doute que l'OMS valide la formule et la notion et le concept, ce qu'il y a derrière, mais il y a le terme et justement la réalité d'une addiction à la fois aux écrans, aux jeux vidéo et en fait à tout ce qui est comportemental est quand même très contesté par une partie assez conséquente de la communauté scientifique. Donc vous, sur quelles données précises est-ce que vous vous appuyez pour fixer des seuils, notamment avant 15 ans ? Le seuil avant 14 ans, c'est pas sur le sujet de l'addiction. L'addiction, elle a été définie, il y a un risque addictif dans certains jeux vidéo, dit l'OMS. Ça veut dire quoi très concrètement ? C'est quand par exemple tu as du reward permanent, en fait on le voit dans les dernières études du neurodéveloppement, en fait tu surstimules la dopamine. Et donc cette dopamine, finalement tu en as de plus en plus besoin. Comme on le retrouve par exemple sur les sites porno. En fait, la manière dont on pousse la vidéo, puis la deuxième, puis la troisième, t'amène à consommer et en fait à scroller quasiment à l'infini. Ou les algos de TikTok, sans même rentrer sur la qualité du contenu. Je parle juste sur le process qui pousse le contenu. L'idée de dire qu'est-ce qui crée de l'addiction, c'est le mécanisme pour garder l'attention. C'est pas le contenu. Et donc, quand on dit 15 ans, par exemple, sur majorité numérique, il y a eu un débat, 15 ou 16. Et finalement, il y a des pays qui disent 16, il y en a qui disent 15. Et c'est simplement en fait le degré de maturité. Quand on a choisi 15 ans, c'est de dire, est-ce qu'à partir de 15 ans, on a la majorité pour le coup pénal à 16, tu peux commencer ton permis de conduire en conduite accompagnée à 16. On a cette notion d'étape intermédiaire à cet âge-là. Et encore une fois, l'obsession qui est un peu la nôtre, c'est de dire, il y a un moment où il y a un risque plus fort sur les fonctionnalités. Si demain, il y a une plateforme de réseaux sociaux où tu ne parles qu'à des gens qui sont certifiés, que tu connais, où il n'y a pas de contenu ou une super modération, le risque il serait amoindri. Où on ne te capte pas, par exemple, typiquement l'offre YouTube Kids, si on prend juste cet exemple-là, les codants de YouTube Kids et de YouTube ne sont pas les mêmes. Du coup, on a pensé un espace. On a pensé des fonctionnalités qui sont plus protectrices. Là, il n'y a pas de sujet, on peut l'utiliser plus jeune. Et c'est pas l'addiction aux écrans. Parce que je comprends que certains disent non, mais on ne prouve pas l'addiction aux écrans. Oui, je suis d'accord, ça ne veut rien dire en fait, addiction aux écrans. Est-ce que tu es addict à quel contenu, quel usage et quel support ? Moi, j'ai vu rarement des gens dire je suis addict à la télé. On peut surconsommer de la télé quand on est déprimé un soir, mais on n'est pas addict à un support. On est addict à un usage. Et là, pour le coup, c'est pour le coup très scientifiquement prouvé. Et je vous invite à regarder, c'est assez récent, mais on a un service d'addictologie à Bondy qui accueille des enfants, et ils sont de plus en plus jeunes. Et en fait, ils sont addicts aux mécanismes de jeu.
c'est la consommation, le contenu de vidéo, mais même de consommation même de vidéo. Et ce qui est assez intéressant à voir quand on discute avec ces enfants, c'est qu'ils ont perdu pour certains le goût de l'autre lien. Parce que ça les satisfait, mais du coup, ils n'arrivent plus à en sortir. Et ces bulles qui enferment, les mettent à un âge où le cerveau n'est pas suffisamment développé, les mettent en situation de fragilité. Et physiquement, ils ont les mêmes réactions, les mêmes symptômes que si tu es addict à une drogue dure, quoi. Ils perdent de sommeil, des angoisses nocturnes. Et là, tu te dis, waouh, en fait, moi, je veux pas ça pour mes enfants. Donc, comment tu fais pour pas laisser les parents seuls et de les laisser se bagarrer sur à quel moment tu utilises, à quel moment tu n'utilises pas, et comment tu amènes aussi des éléments protecteurs sur les usages pour pas dire ça c'est que pour les grands. Parce que non, en fait, on vit avec un monde qui est très hybride. Oui, donc justement, ça plaide pour distinguer justement contenu et contenant. Totalement. Contenu, contenant et même usage. Moi, j'irais même plus loin parce que le contenu, c'est une chose. C'est qu'est-ce que tu vas avoir comme information, comme création. Le contenant, le support, en fait, il est super important parce que le smartphone est un usage individuel. La tablette, ça peut se partager encore, parce que on voit dans la pratique familiale plutôt de la fratrie sur de la tablette. La télé est un usage totalement différent, mais aujourd'hui, en fait, on swap. Enfin, on envoie de notre téléphone vers la télé. On va connecter nos achats à Amazon Prime. On va avoir nos propositions de Netflix en fonction de nos recherches. Donc, tout ça est interconnecté. Mais je calcule pas les heures de séries Netflix de la même manière que les heures que tu utilises quand tu scrolles sur TikTok, où c'est, pour le coup, et scientifiquement, et aujourd'hui, il y a des procédures judiciaires, donc je suis prudente dans mes mots, mais où l'algo et l'économie de l'attention, aujourd'hui, ciblent en particulier des plus jeunes, et donc vont aller chercher une vulnérabilité pour capter le plus longtemps possible, parce que cette attention et cette donnée est monétisable. Et c'est là où, quand c'est gratuit, t'es le produit, ouais, mais enfin, les enfants, non. Il y a un moment, quand t'es adulte, tu consens. C'est une sorte de deal. Tu es OK, tu consens. Un enfant, il ne consent pas. Et donc, on se dit qu'avant 15 ans, il ne peut pas consentir. Donc, il n'y a pas de consentement numérique avant 15 ans. Donc, tu le protèges ou tu ne le laisses pas accéder. Mais encore une fois, ce n'est pas la punition pour l'enfant. C'est ta responsabilité à toi. Et c'est aussi une invitation de faire du safe. Si tu fais du safe, c'est OK. C'est pour tout le monde. Oui, mais légalement, justement, comment est-ce que vous allez arriver justement à opérer ces distinctions et ces nuances ? Là, franchement, c'est là où ça devient super dur, on va pas se mentir, parce que ça tombe sur DSA, ça tombe sur DMA, sur l'IA Act, sur le DFA. Et donc, on a une évolution, on va dire, d'un sac à dos de lois européennes qui évoluent, mais qui vont beaucoup moins vite que les usages et beaucoup moins vite que les évolutions. Ça, c'est le premier point. Après, moi, je crois profondément à une sorte un peu de prise de conscience un peu sociétale. C'est-à-dire que on peut pas laisser les parents se bagarrer tout seuls. Enfin, moi, je crois que c'est franchement pas juste, parce que là, pour le coup, ils sont pas outillés pour faire face tout seuls. Et donc, la moindre discussion devient une dispute. Et il y a une pression et un devoir d'uniformité entre la doctrine de l'école, la règle à la maison et un peu l'usage dans la société, qui amène à faire évoluer le message global. Et là, la discussion sur la loi, par exemple, de Laure Miller à l'Assemblée sur la majorité à 15 ans est une bonne avancée. C'est une étape où on dit, non, la majorité numérique sur les réseaux sociaux, ça ne touche pas les messageries, ça ne touche pas les usages récréatifs. Sur les réseaux sociaux, il y a des fonctionnalités, donc il faut de la vérification d'âge. Et la France est pour le coup le pays pilote pour faire le mini-wallet, donc les différents types de contrôle d'âge. C'est pas parfait, hein. Je sais, en Australie, il suffit de dessiner une moustache et de froncer un peu les yeux pour que ça fasse un peu de rides, et ça passe. Mais encore une fois, c'est comme pour le porno. Quand on met le contrôle d'âge, en tout cas la vérification d'âge sur le porno, il y a plein de manières d'éviter, de contourner, VPN compris, mais un enfant de 8 ans, il tombe plus dessus par hasard. Avant, j'avais un enfant sur 2, entre 8 et 11 ans, qui tombait par hasard sur du porno. Vu la violence c'est plus de l'érotisme, hein, vu la violence de ces contenus, non, en fait, ça crée en réalité, pour certains, jusqu'à du psychotrauma assez lourd, parce que ils sont
ils n'ont pas cherché, deux, ils sont pas prêts à voir ça. Et puis, bien des années après, on le voit, il y a un jeune sur deux qui a consommé du porno très très tôt, qui se retrouve à reproduire des comportements qu'il a vus, puisque c'est devenu son éducation sexuelle et affective. Donc ça marche pas, notre truc. Donc 18 ans, oui. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce qu'à minima, ça protège le 8-14? Oui. Et après, à 14 ans, il faut aller sur YouTube pour trouver comment on installe un VPN. Hein. Y a pas de... Je ne vais pas débattre sur ça. Mais c'est plus le plus petit. Oui, mais justement, sur ces possibilités et ces réalités de contournement, donc il y a les VPN, le fait d'utiliser les comptes des parents, des plateformes étrangères. Est-ce que le risque du genre d'appareil légal que vous pouvez envisager n'est-il pas justement d'être efficace uniquement sur les enfants en fait, les plus obéissants, et c'est-à-dire ceux qui en ont le moins besoin? De base, oui. Bah, bien sûr. Enfin, évidemment, quand tu as une discussion avec tes parents, que tu as déjà un contrôle parental, évidemment que la discussion, elle sera plus simple. Mais quand je vais dans des collèges ou quand je discute avec des jeunes, ils le disent quand même assez naturellement. C'est si tout le monde, toute la classe est dans la même situation, c'est plus facile que si tu es tout seul à pas y avoir accès. Et l'idée, on va pas se mentir, c'est aussi une incitation à développer des choses safe pour les jeunes. Moi, je ne crois pas qu'ils vivront en étant full déconnectés. Je pense qu'on peut regagner de l'équilibre. Je pense que ça, c'est plutôt bien. Mais c'est aussi à l'offre alternative de se développer. Donc ça, c'est cool. Mais pour gagner cet équilibre, il faut aussi développer des choses qui soient moins en prédation. Aujourd'hui, on a des prédateurs 2.0. Enfin, je veux dire, je sais que c'est peut-être un peu glaçant de l'entendre, et c'est pas le fond des propos de cet après-midi, mais j'ai 90% des jeunes qui sont aujourd'hui en situation d'exploitation sexuelle, donc de prostitution, qui sont recrutés sur le web. Hein. Donc 90%. Donc j'ai des proxénètes 2.0. Comment tu veux protéger tes enfants de ça? À part te dire, y a des espaces où c'est pas fait pour. Où on développe des espaces plus safe. Et moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, les financeurs, les fonds d'investissement, les family office, le private equity, pourraient se poser la question de est-ce que mes actifs considèrent qu'il y a un capital enfance et on le grignote, et on utilise l'enfant comme une sorte de ressource, mais comme on l'a fait longtemps pour la planète. Et on la grignote, et puis c'est OK, de toute façon, ils viendront pas se plaindre sur un plateau, puisque de toute façon, ils parlent pas, ils lèvent pas la main, ils font pas de manif. Soit on considère que c'est à nous quand même, et régulateurs, au sens État, au-delà des régulateurs habituels, ARCOM, ARPP ou Commission européenne, de dire non, en fait, on n'a pas le droit de faire la même chose sur des enfants et avec le consentement d'un adulte. Un adulte, moi je suis quelqu'un de profondément libéral sur cette partie-là. Un adulte, il est consentant, il a conscience de ce qu'il fait, il est libre. Il faut l'informer, mais il est libre de ses choix et de son comportement. Un enfant, il n'est pas outillé. On n'a pas le droit de ne pas le protéger avant qu'il soit lui-même en capacité de choisir. Et donc, pour préserver un peu cette capacité de choisir, il faut poser des digues. Et aujourd'hui, on est à un moment un peu carrefour, j'ai l'impression. Oui, mais encore une fois, j'aimerais insister sur sur la question en fait de la faisabilité, parce que rien que la CNIL, elle reconnaît que le système de vérification d'âge, donc en double aveugle, est complexe, coûteux et présente aussi un point de défaillance assez unique en cas de cyberattaque. Donc voilà, encore une fois, la question c'est sur quoi est-ce que repose très concrètement votre confiance dans la faisabilité technique des dispositifs que vous proposez? Moi, j'aurais adoré dire on a un truc, il est parfait, c'est solide, c'est robuste. La réalité, c'est qu'il y a des solutions, elles sont plus ou moins efficaces, elles sont plus ou moins robustes dans le sens où on peut y déroger avec un peu de filouterie. Mais est-ce que, parce qu'il n'y a rien de pur et parfait, il ne faut pas protéger du coup les plus jeunes? Moi, je considère que c'est l'imparfait n'est pas conditionnant de l'inaction. Je considère que même si c'est imparfait, ça vaut le coup. C'est un peu comme mon histoire du porno. Oui, l'idée, c'est 18 ans. La vérité, c'est que si à 16, tu regardes un tuto YouTube, tu sais installer un VPN, tu y arrives quand même. OK, soit. Mais au moins, le petit de 8-9 ans, il ne tombe pas sur ça de manière, on va dire, involontaire. Donc, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de solution parfaite qu'il ne faut pas avancer sur ça. En espérant, et là c'est vrai que c'est un vœu pieux, hein, mais c'est aussi parce que c'est un marché, 30% de population qui consomme pour le coup du porno en moins en France, hein, sur les enfants. C'est aussi l'idée de dire, et d'inviter peut-être les géants européens, j'espère, ou en tout cas nos licornes européennes, de dire mais en fait, construisez du child safe design, quoi. Pensez à cette
possibilité cette offre pour faire que les enfants aient aussi des espaces sécurisants où ils peuvent apprendre, jouer, se sociabiliser, s'amuser en complémentarité, mais sans risquer d'être en situation d'être une proie, parce que quand on regarde ou quand on discute avec les gendarmes, les policiers de l'OFMIN, qui est l'office pour le coup des mineurs, c'est horrible de voir comment le grooming, la sextorsion, il y a des nouveaux mots qui rentrent dans notre vocabulaire qui flèchent les petits. Et du coup, on se doit, en tout cas moi je pense, qu'on se doit d'une protection et d'une régulation pour cette population en particulier. Et pour finir, peut-être sur des questions un peu plus philosophiques, vous refusez le délit de négligence parentale. Mais le problème, c'est que si l'État ne responsabilise pas les parents, je vais y arriver, et que, comme on l'a vu, la technique est contournable, quel levier concret il vous reste en fait pour changer les comportements ? Là, typiquement, le délit l'idée d'un délit parental, pour moi, c'est comme un peu le pendant de votre question dans les toutes premières questions. Vous avez dit, est-ce que vous criminalisez ? Moi, je criminalise pas les parents, ils font comme ils peuvent. La vérité, je passe mon temps à les voir. Et quand je dis comme ils peuvent, c'est que là, ils n'ont pas la main. C'est-à-dire que quand tu disputes avec ton fils parce qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il a trop utilisé son téléphone, ou que tu ne joues pas et que tu ne sais pas que tu peux plus appuyer sur pause dans une partie, eh ben, en tant que parent, tu n'as pas les mêmes armes pour en fait éduquer ou accompagner ton enfant. Tu peux réguler son usage, tu peux essayer de faire pareil, poser ton téléphone, créer des règles communes. Mais quand on voit la force, la puissance de l'économie de l'attention et l'argent investi pour développer cette attention sur des enfants, encore une fois, je suis très focus sur les enfants, alors le parent seul ne peut pas et ne doit pas être criminalisé. Et c'est là où, pendant longtemps, on a considéré que le parent est responsable de l'éducation de son enfant, ce qui est vrai, la manière dont il l'élève, mais là, le danger et la prédation est tellement exogène qu'en fait, on n'a pas le droit de le laisser seul. Et donc, c'est là où, comme sur un objet dangereux qu'on aurait acheté, il faut aller chercher la responsabilité de celui qui a fait, sauf s'il y a une question d'âge, et à ce moment-là, l'enfant n'est plus confronté à des espaces qui ne sont pas safe pour lui. Et donc là, ça devient, le parent ayant été informé, outillé, du coup, c'est son dernier kilomètre à lui. Mais si on est full danger, tout seul c'est difficile. Et c'est là où on est à un moment un peu carrefour, parce que moi j'imagine pas, et c'est pas l'objectif et ça n'arrivera jamais, parce que moi déjà je suis contre cette idée d'envoyer des gendarmes à la porte d'une maison pour dire toc toc, en fait votre fils. La réalité c'est que demain, on parle beaucoup de délinquance parfois des enfants, demain peut-être on aura toc toc et on dira madame ou monsieur, votre fils ou votre fille fait du cyberharcèlement. Et ça sera toutes les classes sociales, tous les quartiers et tous les milieux. On répond quoi ? Alors une invitation à méditer. Ouais. Une toute dernière question avant de passer aux questions du public. Et c'est un sujet qui, pour le coup, est très important dans ce que je peux faire. Qui garantit que l'État sera toujours dirigé par des démocrates et des libéraux ? Et donc, si vous, une fois que vous avez donné à cet État des moyens de contrôle, et surtout, une fois que vous avez, en fait, que l'opinion publique est acquise à cette normalité de contrôle qui reste quand même très invasif, quelle suite vous envisagez dans 10, 20, 30 ans ? La situation politique pourra changer. Évidemment, la situation politique peut changer et c'est nos grands rendez-vous démocratiques. Rien ne garantit, pas vous mentir. Par contre, par exemple, la question de la majorité à 15 ans, c'est pas un moyen de contrôle, c'est une sorte de barrière de sécurité. Tu rentres pas, et tu rentres pas. Et donc finalement, c'est comment on fait des digues qui protègent, encore une fois, les plus vulnérables, sans rentrer dans le contrôle. On a eu longtemps le débat sur est-ce que oui ou non, sur les messageries cryptées, on doit y accéder, pas y accéder. La réponse a été non. Finalement, plutôt protectrice déjà de la messagerie privée, qui sont quand même dans le haut de la pyramide de la protection de l'échange et de l'information. Mais la question démocratique, non, elle va dépendre évidemment des grands rendez-vous. Rien ne présage de rien. Mais encore une fois, la majorité à 15 ans ou le fait d'inviter à produire des services et des contenus spécifiques en fonction des âges nous permettra de protéger les enfants sans avoir à donner à l'État des outils de vérification. L'État, il s'en fiche un peu en fait de l'usage. Il veut juste pas avoir des problèmes de santé publique
santé mentale, addiction, obésité, des problèmes pour le coup même de comportement. Et encore une fois, on ne peut pas dire que c'est un effet direct, c'est une somme d'environnements qu'on considère, en tout cas, plus ou moins accélérés par des usages, des nouveaux usages qu'on n'avait pas par ailleurs. Mais à part se dire, on va développer un espace plus safe et donner les clés, c'est une invitation à éviter toute régulation demain, si on y arrive. Merci en tout cas. Et une invitation à réfléchir en amont. On va peut-être vous laisser la parole pour une ou deux questions. Oui, on a une question juste là. Alors, bonjour et merci pour votre présence ici, Madame la Haute-Commissaire. Alors, sur ce campus, on parle beaucoup d'innovation et notamment de ces derniers moments de modélisation et d'IA. Et jusqu'à présent, l'État a une approche plutôt réactive à ce monde numérique et pas proactive, comme s'il n'avait pas vraiment compris ce que permet vraiment les technologies d'information et en quoi c'est une vraie révolution. Par exemple, il y a pour être très concret, dès maintenant, il est possible de comprendre l'état d'un enfant, l'état, c'est-à-dire l'identité présente d'un enfant, et de prédire son état, son identité future en fonction des actions qu'un éducateur aurait sur cet enfant, sur ce système. Et c'est-à-dire qu'on est déjà en capacité de créer des systèmes informatiques qui peuvent, par exemple, en ce qui vous concerne, prédire, optimiser les trajectoires de développement des enfants qui sont protégés à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est qui donc sont sous votre responsabilité. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment un sujet dont on parle beaucoup. Enfin, c'est comme si l'État était vraiment dans une réaction très réactive. Et donc, si jamais il y avait est-ce que vous pensez que vous seriez en capacité justement de soutenir des projets qui seraient d'une telle importance, notamment au niveau politique, votre niveau, quoi. Parce qu'on n'a pas de DARPA en Europe, et donc c'est-à-dire que si on n'a pas vraiment d'appui politique, c'est impossible de faire de tels projets. On est obligé de partir aux USA. Oui, aussi, je précise que j'étais placé, donc je suis moi-même issu de l'ASE. Et en tant que chercheur également, je vois qu'il y a je vois les problématiques auxquelles on est confronté qui m'empêchent. Sincèrement, partez pas, déjà, pour commencer, je vous assure, pour plein de raisons. D'abord parce que, en fait, on fait des trucs, peut-être qu'on n'est pas très bon en marketing. Enfin, on n'est pas très bon dans la capacité de montrer ce qu'on fait ou pas. Je vais vous donner un exemple très concret. Pour lutter contre les prédateurs sexuels, je parle, qui du coup travaillent parfois auprès des enfants, pour la première fois, on a réussi à faire avancer notre système d'information en croisant des données auxquelles on n'a pas le droit d'accéder. Et donc, ça a pris un peu de temps, mais on a construit un système qui permet, par exemple, de produire un certificat d'honorabilité qui, du coup, va contrôler le B1, le B2, le B3, le FIJAIS. Et en fait, c'est plein de fichiers, alors d'infractions sexuelles, de condamnations, sur lesquels il y a tellement de degrés d'autorisation et d'habilitation pour le consulter qu'en fait, à la fin, personne consultait, ou ça prenait un temps monstre pour le consulter. Et donc, depuis à peine le 1er octobre, c'est grâce à des nouveaux usages et des nouvelles technologies qu'on peut, en quelques clics, demander son certificat et du coup travailler par exemple auprès d'enfants. Système qui a vocation à s'élargir aux autres secteurs, parce qu'aujourd'hui c'est la protection de l'enfance, donc l'aide sociale à l'enfance et la petite enfance. Mais pour aller plus loin, moi je pense pas qu'il faille trop projeter le parcours d'un enfant avec de l'IA. Je pense qu'il faut le laisser encore un peu d'innocence et de capacité à s'autodéterminer, mais au sens le plus large possible, sans poser d'hypothèse. Par contre, sur comment on peut mieux accompagner les enfants de l'aide sociale à l'enfance avec des nouveaux usages, aujourd'hui, on a encore trop de... Peut-être que ça vous parle, à vous, désolé, c'est un peu technique, mais le pécule, quand un enfant est accueilli au sein de l'aide sociale à l'enfance, il a le droit à une petite somme qui s'accumule. Et aujourd'hui, à sa majorité, on doit lui verser. Parce qu'en fait, elle est à lui. Et aujourd'hui, dans les meilleurs départements, on retrouve 66% des enfants. Et dans les départements les plus en difficulté, on trouve 10% des enfants. Il y a un moment, c'est quand même irrationnel de se dire que c'est pas possible, ils n'ont pas disparu, ces enfants, ils sont bien là. Et donc, c'est du non-accès aux droits. Leurs droits, ils sont là et en fait, ils les utilisent pas. Et la question, c'est comment on peut utiliser aujourd'hui la force de la donnée, aux forces de la data, la force du croisement de fichiers pour permettre aux enfants, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables peut-être, d'accéder à des droits, de les retrouver pour leur faire bénéficier de leurs droits. Et ça, oui, enfin, en tout cas, à mes yeux, ça, c'est ambitieux. Selon les départements, il y a une vraie disparité. L'aide sociale à l'enfance, elle est énorme. Oui. Elle est énorme. Gérée par département. Mais exactement, et c'est là où d'un département à l'autre, 10%, 66%. L'écart, il est monstrueux. Et je ne suis pas capable de dire qu'il y a un département qui le fait à 100%.
Et c'est des petits garçons et des petites filles qu'on connaît, qu'on a eu en responsabilité et en protection. Donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, pour le coup, c'est vraiment le suivi. Donc moi, si le sujet, en tout cas, vous intéresse, ne partez pas et au contraire, bousculez les politiques sociales, invitez les politiques sociales à s'appuyer sur tous les ressorts. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'espère au contraire qu'on va se saisir des questions de l'enfance, non pas comme un élément de prédation et l'enfance comme une ressource qui va alimenter de la donnée. Aujourd'hui, on protège mieux nos données bancaires que les données personnelles des enfants. Hein. C'est la vérité. Et au contraire, les protéger et en même temps démultiplier les opportunités auxquelles ils pourraient accéder. Donc si c'est ça votre horizon, restez encore un peu. Oui, coup, merci beaucoup Sarah pour ces mots encourageants. Merci à Peggy d'avoir plongé dans le grand bain. Bravo pour cette première interview. Merci beaucoup à vous et je vous encourage vivement à continuer puisque on va poursuivre avec les réseaux sociaux, si c'est notre talon d'Achille, certainement. Merci beaucoup.